Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 15 mars et voici les titres de l'actualité. Monaco s'engage une fois de plus avec la France pour soutenir la jeunesse des pays bordant la Méditerranée. 15 projets pour et par les jeunes ont été sélectionnés sur les 300 candidatures reçues dans le cadre de la JMED. Nous détaillerons les objectifs de ce programme dans quelques minutes. Nous voyagerons comme tous les samedis aux États-Unis pour la chronique US. Et si cette semaine était marquée par l'anniversaire du prince Albert II, nous allons découvrir comment ce 14 mars a été fêté outre-Atlantique par la mission permanente de Monaco. Nous parlerons également de généalogie avec notre invité Christophe Becker, président de Généanet, une plateforme permettant de retracer votre passé. Et puis William Mesguich sera notre deuxième invité. Le metteur en scène et comédien apporte sa touche de modernité à Richard III. Cette pièce, écrite autour d'un personnage tyrannique, est l'une des plus connues de William Shakespeare. Elle a été proposée au théâtre Princesse Grace mardi. Nous vous en dévoilerons quelques extraits en fin d'édition. Monaco et la France ont renouvelé leur engagement en faveur de la jeunesse du pourtour méditerranéen. 15 organisations de la société civile issues notamment d'Algérie, du Liban et du Maroc sont lauréates de cette 5e édition de l'appel à projet JMED. Il s'agit pour les deux pays de soutenir des projets dans différents domaines comme l'insertion ou l'entrepreneuriat. L'objectif de JMED, c'est vraiment de cibler sur les rives de la Méditerranée, notamment sur la rive sud et sur la rive est, des projets de petite taille, des projets récents qui ont du mal à trouver des financements parce que vu leur taille et vu leur jeunesse, on va dire, et nous essayons de trouver des pépites qui seront justement les ONG de demain, les ONG qui façonneront la société civile et qui apporteront un petit peu de bonheur et de développement dans les régions dans lesquelles ils vont se développer. C'est un très bel exemple de partenariat entre les deux pays dans lequel on arrive à servir ensemble des projets concrets avec une très belle expertise que Monaco a développée au fil du temps, avec beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie humaine, de fidélité à ces projets. Et moi, je suis à la fois très heureux et admiratif de voir tout ça. Et en 5 éditions, l'appel à projet JMED a soutenu une centaine d'initiatives locales, bénéficiant ainsi à 3000 jeunes. Je vous propose à présent de prendre la direction de New York pour la chronique US de cette semaine. Alexandra Pani, vous avez pu assister à la réception donnée par la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies à l'occasion de l'anniversaire du prince Albert II qui célébrait hier, le 14 mars, ses 67 ans. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. L'événement s'est déroulé ce vendredi au siège des Nations Unies à New York en présence de nombreux invités. L'occasion pour nous également de revenir avec l'ambassadrice représentante permanente Isabelle Picot sur les moments forts attendus en cette année 2025. Reportage. L'engagement du prince Albert II en faveur du sport, tel était le thème de cette exposition de 12 photographies proposées à l'occasion de la réception annuelle de la mission permanente de Monaco, Nations Unies. Un thème choisi pour honorer la désignation cette année de Monaco comme capitale mondiale du sport. Une année chargée pour la mission permanente monégasque qui aura plusieurs grands rendez-vous ces prochains mois. Une première grande satisfaction, c'est l'adoption par consensus de la déclaration politique sur l'anniversaire des 30 ans de la plateforme de Pékin. Donc ça, pour les droits des femmes, ça c'était très important. Monaco a été choisi avec la Jordanie pour faciliter la réunion de haut niveau qui se tiendra sur ce même thème en marge du débat général. Une année très chargée aussi puisque nous allons venir à Nice pour la conférence, la 3e conférence des Nations Unies sur l'objectif de développement durable numéro 14 pour lequel le prince était fortement engagé puisqu'il était l'un des seuls chefs d'État à appeler à un ODD dédié aux océans. Donc ça, ce sera début juin. Et puis début août, la 4e conférence sur le financement du développement, début juillet, excusez-moi, qui se tiendra à Séville. Et là aussi, Monaco sera représenté puisque la principauté avait été représentée aux 3 premières conférences. Un moment clé pour la mise en œuvre des ODD puisque les financements baissent, qu'il faut en trouver de nouveaux. Il faut que les institutions financières internationales soient plus disponibles sur ces sujets et puis évidemment chercher d'autres fonds. Alors ça c'est hors siège. Ensuite nous reviendrons pour le forum politique de haut niveau
en mi-juillet. Et puis nous préparons la 80e session de l'Assemblée générale, donc les 80 ans de l'ONU. Et puis après le débat général, le travail des commissions et surtout début novembre à Doha, le second sommet sur le développement social. Le premier s'étant tenu il y a 30 ans également en 95 à Copenhague. 2025 marque également les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies. Le prince Albert II devrait, comme à son habitude, faire le déplacement à New York en septembre prochain pour la traditionnelle semaine de haut niveau. En sport, les premiers frissons de Formule 1, tous les regards étaient tournés ce samedi vers le circuit d'Albert Park pour les qualifications du Grand Prix d'Australie, le tout premier de la saison. Après une bataille intense et riche en rebondissements, c'est Lando Norris de l'écurie McLaren qui s'est emparé de la pole position pour dimanche. Quant aux Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, elles s'élanceront respectivement 7e et 8e. Sur le parquet de Gaston Médecin, la Roca Team affrontera Le Mans demain en demi-finale de Coupe de France. Une affiche au goût de revanche pour les Monégasques puisqu'elle intervient un mois après leur défaite en finale de la Leaders Cup. Thierry Tarpé, ancien joueur du Mans et homme en forme de l'AS Monaco ces dernières semaines, est revenu au micro de Gaëtan Lebrun sur les enjeux de cette rencontre. Pour moi, il faut qu'on garde le dernier match dans nos têtes. Comme tu avais dit, on voulait prendre la revanche, c'est sûr. On veut protéger la maison, c'est sûr. Donc, avec toutes les choses, et on voulait chercher encore un titre pour le club. Donc, ouais, pour nous, tout commence avec nous-mêmes, notre intensité, notre style de jeu et les défenses. C'est un nouveau coach, il est un peu différent que le coach d'avant. Donc, mais je sais toujours, ils vont ramener l'énergie, les jeux ensemble, c'est l'ADN de MSB. Donc, ouais, encore, mais tout commence avec nous demain. Rendez-vous donc demain à 15h30. Dernier volet ce soir de notre série de reportages consacrés aux Jeux mondiaux d'hiver spécial olympiques de Turin, auxquels 11 athlètes de la principauté en situation de handicap mental ont participé. On retrouve sur place nos envoyés spéciaux Frédéric Elion et Camille Caloni. Frédéric, vous allez nous parler aujourd'hui de la grande réussite monégasque en raquette. Effectivement, Sarah, carton plein pour les athlètes de Special Olympics Monaco sur les courses de raquettes à neige. Souvenez-vous, nous les avions suivis en début de compétition lors des fameux divisionning qui permettent de créer les start lists des finales afin de les rendre équitables et homogènes. Et bien, lors de ces finales, les athlètes monégasques ont été tout simplement exceptionnel, avec tout d'abord sur le 200 mètres une belle médaille de bronze pour Abab Bechti chez les filles, imité par un double podium chez les garçons sur la même distance, le 200 mètres, avec cette dernière ligne droite en mode Marc Raquil. En athlétisme, une folle remontée de Robin Leteuil qui termine finalement deuxième juste devant Diego Bolatti. La ligne droite pour la ligne arrivée, j'ai foncé. J'ai doublé une autre équipe, j'ai doublé Dego et après j'étais pas loin de pas craper le premier, mais par deuxième c'est bien, je suis content. Une médaille pour Monaco, je suis content, merci. J'ai fait un beau virage comme Robin. À la fin j'ai dit à Robin pousse, parce que j'ai vu qu'il était sur un bon truc et j'ai dit pousse et je l'ai encouragé aussi à la fin parce que il a fait une belle course, je suis content de lui comme moi aussi et franchement je suis content de ma 3e place parce que j'ai fait 3e avec le Chilien, on a fait le même temps et bon ça voilà, franchement je suis très fier de moi et de ce que j'ai fait. Je vais gagner la 2e médaille demain 100 mètres, j'espère le relais, on va gagner notre 3e, on va pouvoir ramener 3 médailles à Monaco, j'espère. Et Robin a tenu promesse puisqu'il a remporté le 100 mètres avec là encore un doublé à la clé puisque Diego décroche lui une nouvelle médaille de bronze. Rabab repart de Sestrières, elle aussi avec 2 breloques autour du cou en individuel avec sa 2e place sur le 100 mètres. Merci à tous les bénévoles, pour moi c'est pas des bénévoles, c'est des coachs. Et je crois que sans les entraînements je serais jamais là aujourd'hui. Et je remercie infiniment mon directeur, mon coach Eric, Pierre notre président, notre coach Émilie et Marie qui sont pas là. Et il y en a plein, j'incite pas trop, il y en a tellement que je les remercie infiniment. Et bravo à tous ces athlètes qui sont là aujourd'hui. Alban Lepoivre termine, elle, 6e du 100 mètres, mais a parfaitement lancé le relais 4 fois 100 remporté par Monaco, avec, vous le voyez, ces arrivées de Diego qui franchit la ligne en premier. C'est donc la 7e médaille pour les raquettes monégasques sur ces Jeux. Le relais c'était super passé, j'étais premier, j'ai passé tout le monde, j'ai crié Rabat, viens, j'ai donné le témoin et après on était premier, je suis content.
Ce soir, on va profiter, toute l'équipe. On a bien géré la course et l'équipe. J'ai donné le relais à Robin. On est arrivé premier. Qu'est-ce que ça te fait de gagner la médaille d'or? J'ai un peu pleuré de joie. Là, avec la médaille d'or, l'équipe et les coachs, ils étaient très fiers de toute l'équipe et de nous aussi. Cette médaille est dédicacée à toute l'équipe Special Olympics. C'est la famille. Et merci d'être là. Et je vous aime fort et à bientôt pour les prochains Jeux. Et Special Olympics Monaco, eh bien, c'est une grande famille. Regardez ces magnifiques images de fête après donc le podium du 4x100 mètres. Toute la délégation monégasque était présente pour assister à ce podium et certains ont d'ailleurs voulu vous transmettre un petit mot. Très bien, une belle performance. Une 10e médaille pour Monaco. C'est ça, Robin? Voilà. Et du coup, on va fêter ça ce soir avec un resto. Je suis très contente pour la raquette, je suis contente pour Robin et tous les coachs. On a beaucoup, mais avec tous ces coachs, on a beaucoup de conseils qu'on doit apprendre. Je suis hyper contente pour tous les personnes de l'Olympique de Monaco et des meilleurs. Et clap de fin pour ces Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics, donc de très beaux Jeux pour la délégation monégasque qui repart ici du Piémont avec 12 médailles. 12 belles médailles et les prochains Jeux seront les Jeux d'été. Ils auront lieu au Chili dans 2 ans. Vous êtes toujours plus nombreux à vous intéresser à la généalogie. Ainsi, les sites permettant de retracer votre passé se multiplient. La plateforme Généanet, par exemple, comptabilise à elle seule 5 millions d'utilisateurs. Pour en savoir plus sur ce phénomène, nous avons contacté le président de cette entreprise française. Bonsoir Christophe Becker. Bonsoir Sarah. D'abord une question générale. Pourquoi d'après vous la généalogie est-elle de plus en plus tendance ? Alors il y a un véritable engouement depuis maintenant un bon nombre d'années pour la généalogie parce que les gens cherchent à se reconnecter à leur passé, à leur histoire familiale. Il y a une véritable quête d'identité, de racines dans un monde de plus en plus en mouvement. Donc on cherche à savoir un peu d'où on vient pour peut-être mieux s'inscrire dans le futur. Et pour retrouver ses ancêtres et expliquer ce qui est mis à disposition des utilisateurs. Bien sûr, sur Généanet, qui est donc un site internet accessible 100% en ligne, nous avons 2 types d'offres. Nous avons d'une part des outils qui permettent à n'importe qui de venir créer son arbre généalogique totalement gratuitement. On peut commencer avec 1, 2, 3, 10 personnes sur son arbre et aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes. Et puis nous avons également beaucoup de collections d'archives. Nous proposons aujourd'hui des archives qui vont regrouper plus de 9 milliards d'individus à travers les époques, qui peuvent être des archives départementales, des archives où on va trouver l'état civil, on va trouver des registres paroissiaux, on va trouver des archives militaires, des archives fiscales, et les gens vont pouvoir aller rechercher pour en fait aller sourcer, pour aller fiabiliser les informations dans leurs arbres généalogiques. Et comment est-ce que vous, de votre côté, vous collectez ces données ? Alors, il y a 2 types de données sur Généanet. C'est un site contributif, c'est-à-dire que les utilisateurs eux-mêmes vont venir apporter des informations, soit des informations qu'ils ont trouvées dans leur mémoire familiale, dans les boîtes à chaussures où on a des vieilles photos, on a des vieux documents. Et puis à côté de ça, nous, on va proposer des documents, on va dire un petit peu plus officiels, qui viennent des archives départementales essentiellement, par des partenariats avec en particulier beaucoup d'associations de généalogie qui sont très présentes et qui depuis des années ont regroupé ces données et surtout les ont indexées, c'est-à-dire que sur chaque image, ils ont été relevés dans des bases de données, les noms, les dates et les lieux pour faciliter la recherche à travers ces documents. Et l'évolution de l'entreprise est la preuve même de l'engouement des particuliers pour la généalogie. Quand elle a été créée en 2003, elle comptait 3 salariés et on est sur une trentaine, je crois, aujourd'hui. Absolument. Alors, on a une particularité chez Généanet, c'est que nos collaborateurs sont tous avant tout des passionnés de généalogie. Ça permet à moi le premier d'ailleurs, d'allier cette passion pour la généalogie avec notre profession, avec notre métier. Et effectivement, on a connu une belle croissance sur ces 20 dernières années et aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ?
Moi, ce qui me passionne, c'est de pouvoir justement savoir d'où je viens, savoir qui étaient mes ancêtres. J'ai passé un certain nombre d'années à Paris. Aujourd'hui, je vis en province, mais je m'aperçois en fait que mes ancêtres venaient des quatre coins de la France, voire même pour certains de l'étranger. Donc, pour retrouver toutes ces traces, trouver ces documents, savoir qui ils étaient, quels étaient les métiers qu'ils exerçaient. Et je crois que ce qui est vraiment important dans la généalogie, c'est d'aller au-delà des noms, des dates, des lieux, pour ça qui constitue, moi je dis souvent, le squelette de la généalogie, pour pouvoir mettre de la chair autour, donc savoir vraiment qui ils étaient. Et puis quelque chose que je trouve particulièrement fascinant et émouvant, c'est lorsqu'on peut retrouver des photos anciennes et pouvoir identifier. Aujourd'hui, on a des centaines, des milliers de photos qu'on prend tous les jours avec nos téléphones, mais il y a une centaine d'années, 150 ans, d'avoir une, deux, trois photos d'un ancêtre né vers 1850, 1880, c'est quelque chose d'unique et de très très émouvant. Et lorsque l'on fouille comme ça dans le passé, on fait parfois des découvertes surprenantes. Je pense par exemple à des ancêtres de sang royal, des descendants de célébrités par exemple, ou des origines lointaines, vous l'avez évoqué. Oui, absolument. Une célèbre citation dit qu'on a tous un pendu, un roi parmi nos ancêtres. Alors, il est souvent plus facile d'ailleurs de trouver le roi que le pendu. On a 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et ainsi de suite. Et qu'on va arriver à une dizaine, une vingtaine de générations, on va avoir des milliers et des centaines de milliers d'ancêtres. Donc, il n'est pas étonnant que parmi tous ces ancêtres, à cette époque-là, il puisse y avoir des notables, des nobles, et puis parfois, effectivement, des rois. Et puis, lorsqu'on va redescendre toutes ces généalogies, cette fois-ci de façon descendante, on peut trouver effectivement des personnalités. Et on a sur Génanet un site, à l'intérieur même du site, qui s'appelle Généastar, sur lequel on fait essentiellement des généalogies de personnalités célèbres. Et les gens vont pouvoir voir assez facilement s'ils cousinent avec un chanteur à la mode, avec un homme politique, avec un journaliste, qui sait. Et est-ce qu'enfin vous avez un exemple à nous donner récent ou pas d'ailleurs d'une découverte Oui, tout à fait. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent en particulier de Bourgogne. Et en faisant des recherches en Bourgogne, j'ai découvert que je cousinais à une dizaine de générations avec Claudie Aigneret, qui a été la première femme spationaute en France. Merci beaucoup Christophe Becker d'avoir été avec nous ce soir. Merci Sarah, c'était un plaisir. La cathédrale de Monaco était noire de monde hier pour le concert de chœur donné par les musiciens du Prince Monaco et l'ensemble Il Canto di Orfeo dans le cadre du Printemps des Arts. Au programme de cet événement, en coproduction avec l'Opéra de Monte-Carlo, une création de Bruno Mantovani suivie d'un chef-d'œuvre de la musique sacrée, les Verbes de la Vierge de Monteverdi. José Sacré et Alexandra Marangoni. Concert de chœur vendredi 14 mars dans une cathédrale de Monaco archi-comble. Au programme La création mondiale par l'ensemble vocal Il Canto di Orfeo de Venezianis Morgan pour chœur a cappella de Bruno Mantovani. Qui est une œuvre en fait assez courte d'une dizaine de minutes qui donc est une espèce de prélude aux Vêpres de Monteverdi dont la thématique est vénitienne. Monteverdi a beaucoup écrit pour Venise, notamment pour les doubles chœurs de Venise, c'est-à-dire une stéréo entre des chanteurs qui sont à droite et à gauche de la scène. Et donc j'ai repris ce système de double chœur et pour Venise, j'ai choisi des textes vénitiens de Rainer Maria Rilke, grand poète allemand qui a écrit des choses absolument sublimes sur la ville de Venise. En deuxième partie, les musiciens de Prince Monaco et l'ensemble Il Canto di Orfeo ont interprété un chef-d'œuvre de la musique sacrée, Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi, sous la direction de Gianluigi Capuano. C'est plus qu'un monument, c'est un moment qui divide le temps de la musique avant et après, on peut dire. C'est le passage de l'Antiquité à la modernité, on peut dire. Et dans Monteverdi, il y a toutes les techniques du passé, de l'époque de la polyphonie classique, mais aussi c'est une musique projetée en avant
vers la musique plus moderne, donc le plein XVIIe siècle. C'est comme un compendium de toutes les techniques possibles de l'époque de composition musicale. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre incroyable. Nous avons été publié, le Vêpres, en 1610 avec une dédication au pape. Donc on pense que Monteverdi voulait se candidater à une place à Rome, à San Pietro, à l'époque. Il était encore à Mantova, mais il se regardait autour pour avoir une place un peu plus importante. Et donc on pense que c'est une autocandidatation pour Rome, mais on ne sait pas exactement. Et c'est sûr que juste après, il a été appelé à Venise, à San Marco, qui était la place la plus importante pour la musique sacrée à l'époque. On sait que c'est déjà le plein style de Monteverdi, le plus mûr, et c'est déjà vraiment projeté dans l'avenir. C'est une musique très moderne. Envoûtant. À 2 pas de là, le théâtre Princesse Grace a présenté au public mardi Richard III, l'une des pièces les plus célèbres de William Shakespeare. Un drame historique interprété par William Mesguich. Le metteur en scène et comédien est interviewé par Fabien Bonilla. Bonsoir. Richard III, c'était au théâtre Princesse Grace, même si c'est un grand classique pour les non-initiés. Qu'est-ce que cette pièce? Quel est votre résumé à vous? C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Richard III, qui fait partie du clan des York. C'est la fin de la guerre des deux roses. Ce Richard III vient en conclusion des trois Henri, Henri IV, Henri V, Henri VI, écrit par William Shakespeare. Les Lancastres ont perdu la guerre contre les York, cette fameuse guerre des deux roses. Et Richard fait partie du clan des vainqueurs, mais il n'est pas tout à fait satisfait parce qu'il ne pense qu'à une chose, c'est obtenir le pouvoir. Il est assoiffé de pouvoir. Il y pense depuis tant de temps et malheureusement, il est dans une certaine position dans l'ordre de l'héritage royal, et il va tenter dans cette pièce, Shakespeare raconte qu'il va tenter par tous les moyens d'obtenir le pouvoir, et il va donc, pour ce faire, éliminer tous ses opposants, tous ceux qui se dressent sur sa route, enfants, neveux, frères, épouses. C'est un véritable monstre sanguinaire tel qu'il en existe à notre époque. C'est une pièce sombre que j'ai voulu travailler de manière assez classique, avec des très beaux costumes, avec des grandes perruques. On est un petit peu dans le monde élisabétain, mais aussi le monde, comme je le disais, des ténèbres. On est tous habillés en noir. Il n'y a pas de recours dans Richard III, il n'y a pas d'échappatoire. On est dans un monde de trahison, un monde de délation, un monde très violent, très virulent, pas plus violent que tout ce qu'on voit sur Internet ou dans la réalité, évidemment, parce que j'ai décidé aussi de traiter ça de manière métaphorique, de manière allégorique. On sait bien que c'est pas du vrai sang, on sait bien que les gens ne sont pas poignardés, guillotinés, mais il fallait donner le signal de cette volonté de pouvoir à tout prix, malheureusement telle que cette volonté existe de la part de certains tyrans de notre monde, du monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est une pièce passionnante parce qu'elle met évidemment en regard l'époque de Shakespeare, et toutes les époques depuis qu'il a écrit ce texte, il y a plus de 500 ans. Et en cela, c'est une très grande œuvre. On est loin d'un... Pardonnez-moi, on va reprendre. On est loin là d'un vaudeville, c'est extrêmement sombre, vous l'avez dit, c'est une pièce qui dure 2 heures. Comment sortent en règle générale les téléspectateurs de 2 heures? On ne va pas se pendre quand même à la fin. Non, mais il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de trahisons, beaucoup de violences, beaucoup de meurtres, d'assassinats. Les gens sortent un peu sonnés, mais je pense que c'est sonnés, mais de manière magique aussi, parce que tout à coup, il y a une langue échevelée, il y a quelque chose qui nous entraîne
véritablement dans le monde élisabétain tel qu'on aurait pu le vivre au XVe siècle et au début du XVIe siècle. Et ça, c'est extraordinaire que les gens puissent prendre de plein fouet en quelque sorte cette fable et ce spectaculaire-là. Et ils ont été, je crois, traversés par un ouragan de mots, de regards, de rictus, oui, je le disais, de représailles, de trahison. Et je pense que les gens sont vraiment tenus en haleine. On n'est pas chez Netflix ou dans un grand film américain, mais enfin, on a aussi joué devant pas mal de jeunes qui nous disaient qu'ils étaient happés, ils étaient captivés par le propos, par l'ensemble. Et je pense que les gens passent une très très bonne soirée, je le crois. C'est produit par votre compagnie, le Théâtre de l'Étreinte. Oui. Quel est l'âge de cette compagnie ? Mais elle existe depuis quasiment 30 ans. J'ai mis en scène 33 ou 34 spectacles depuis une trentaine d'années. Je l'ai mise en sommeil un temps, mais là je suis reparti à l'aventure d'abord avec Les Forêts de Sibérie, d'après l'œuvre de Sylvain Tesson, et puis sur Richard III. Je voulais à nouveau goûter l'expérience collective. Je voulais qu'on fasse théâtre de tout. Parce que j'ai pu faire des choses un peu plus intimes, encore une fois, mais l'art du théâtre, c'est aussi d'être avec les autres, c'est qu'il y ait du monde sur le plateau, que ce soit encore une fois tourbillonnant, une sorte de folie qui s'empare de la scène, de la salle. Et pour ça, il fallait que je prenne tous les risques. Donc c'est ma compagnie qui a quasiment produit entièrement le spectacle, avec quelques aides en préachat, comme on dit, de lieux qui m'ont fait confiance, et quand même 2 lieux qui m'ont soutenu à travers des résidences artistiques. Mais effectivement, c'est pas très simple de proposer un Richard III en ce moment, parce que on est nombreux sur le plateau, parce que c'est une œuvre particulière, encore une fois, qui date d'une certaine époque. Mais il faut pouvoir choyer ce genre de projet pour s'éloigner aussi des choses un peu trop communes, un peu trop habituelles. La suite, vous jouez la pièce ailleurs ou vous passez à autre chose ? Oui, non, on a encore une dizaine de dates de tournée, et puis on jouera à Paris dans un nouveau théâtre qui s'appelle le Théâtre des Gémeaux Parisiens, dans le nord de Paris, entre le 9 septembre et le 23 décembre prochain, une fois par semaine, parce que, encore une fois, à Paris, notamment dans le théâtre privé, ça n'est pas très simple de proposer un Richard III, parce que c'est inhabituel, parce que les spectateurs attendent des choses peut-être un peu plus légères, un peu plus faciles, mais on a pris ce pari avec la direction du Théâtre des Gémeaux pour le proposer une fois par semaine, et je pense que ça va être une très belle aventure. Et puis il y aura d'autres, j'ai plein d'autres envies autour un projet autour de Crime et Châtiment d'après Dostoïevski. Je vais également interpréter le rôle de Vincent Van Gogh dans un duel avec Gauguin, avec Paul Gauguin, pour le Festival d'Avignon cet été. Enfin, il y a encore Et puis surtout, j'écris une chose je peux vous dire, un projet qui m'intéresse évidemment au plus haut point. C'est un peu mon aventure personnelle depuis que j'ai 5 ans. Et donc, c'est un spectacle qui s'appellera Être ou ne pas être, que je suis en train d'écrire et qui met en jeu modestement mon parcours, le rapport que j'entretiens à mon père, au théâtre, à 1001 vies que j'ai vécues depuis à peu près 28 ans que je fais du théâtre professionnel. En attendant, c'était Mon royaume pour un cheval avec Richard III. Mon royaume pour un cheval, exactement. William cette fameuse réplique. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo présenté par Théo Schumer. Et juste avant en fermeture, je vous laisse admirer la nouvelle exposition de la galerie Hauser & Wirth dans l'œil de Manuel Vitali. Il s'agit d'œuvres réalisées par Barbara Chase-Ribou qui rendent hommage à la monégasque de chœur Joséphine Baker. Bonne soirée et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Après la pluie, le beau temps. Monaco va reprendre des couleurs à partir de demain et toute la semaine prochaine. C'est vrai que c'est assez variable en ce moment. Alors demain, vous pourrez profiter de votre dimanche à l'extérieur. Le soleil sera de sortie matin, midi et soir. En revanche, les températures seront un peu fraîches. Vous aurez 12 degrés en matinée et jusqu'à 14 degrés seulement l'après-midi. À noter également le grand retour du vent avec des rafales pouvant aller jusqu'à 50 km/h l'après-midi. En ce dimanche, vous penserez à souhaiter une bonne fête au Bénédicte. Belle soirée avec nous. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.